Permettez-moi d'abord de remercier les organisateurs de cet événement scientifique à la fois nécessaire et pertinent dans un contexte mondial marqué par des bouleversements géopolitiques majeurs et on va manquer malheureusement d'impacter les droits humains en général et les droits des femmes en particulier. Alors ce qu'on vit aujourd'hui nous oblige à redoubler la vigilance, à préserver les acquis et surtout à anticiper les menaces face aux régressions des fois en matière de protection des droits humains. Et je pense qu'aujourd'hui c'est une belle occasion pour débattre ensemble et pour tirer des recommandations afin d'évaluer et surtout de remédier aux questions qui touchent les droits humains à notre pays. Alors le Maroc, quant à lui, il a connu certainement des avancées significatives en matière de protection et de promotion des droits humains, et cela donc depuis l'instauration de l'instance d'équité et de réconciliation jusqu'à la réaffirmation de ses engagements au niveau international. Donc le Maroc a progressé sur plusieurs fronts, notamment dans le domaine des droits des femmes. Alors ces avancées se traduisent par l'implication active du Royaume au niveau international et surtout par l'adoption des normes juridiques conformes aux standards internationaux, mais aussi, et le plus important, par les efforts d'harmonisation législative et la traduction de ces engagements en politique publique inclusive. Je pense que c'est une thématique qui mérite toute une séance pour débattre les questions d'harmonisation, etc. Cependant, ces évolutions s'inscrivent dans un contexte mondial de changement de paradigme, si on veut dire. On est dans un monde d'effervescence, donc qui nécessite de renforcer, comme je viens de soulever, la veille et de faire preuve surtout de résilience afin au moins de réserver et de préserver les acquis partants en matière des droits des femmes dans un monde de mutation. Alors dans cette optique, aujourd'hui, moi j'ai choisi de traiter un sujet au cœur de débats de nombreux pays, surtout les pays qui ont investi depuis des années dans le développement de l'intelligence artificielle. Donc considéré comme un levier crucial et la clé de voûte aujourd'hui de développement et de la révolution scientifique. Alors la question de la protection des droits des femmes à l'épreuve de l'intelligence artificielle se situe, si on veut dire, à la croisée de plusieurs dynamiques contemporaines, et notamment au cours de la quatrième révolution industrielle, donc à savoir l'IA, qu'elle est perçue comme un vecteur de transformation majeure. Cependant, donc, elle soulève des questions importantes quant à son influence sur la répartition des emplois, sur les stéréotypes et les préjugés liés au genre. Donc, les femmes, souvent au premier rang de transformation, elles subissent directement ces conséquences. Et on a vu ça lors du Covid. Donc les femmes, elles étaient donc de le premier front, donc surtout pour les infirmières, pour les femmes qui ont subi de violences domestiques, etc. dans la période de Covid, ce qui accentue la nécessité d'une réflexion et d'action surtout ciblée pour assurer donc une transition numérique, si on veut dire, juste et équitable surtout. Donc il y a trois niveaux donc sur la question de la protection, de la promotion en même temps des droits des femmes dans l'IA. Donc primo, il y a la sous-représentation des femmes dans l'intelligence artificielle. Donc malgré les progrès réalisés, donc les femmes restent sous-représentées dans tous les secteurs clés, surtout les secteurs du numérique et aux postes de responsabilité. Donc actuellement, il y a seuls 22% des professionnels de l'IA dans le monde donc sont des femmes, et ça selon le Forum économique mondial en 2022. Selon un autre rapport de l'UNESCO sur la science en 2021 qui a été intitulé pour une intelligence pour être intelligente, la révolution numérique devra être inclusive. Donc les femmes ne représentent que 22% de professionnels de l'IA
en France et 33,3% de la population au niveau mondial. Malheureusement, au Maroc, on n'a pas des chiffres à ce niveau. Peut-être ça sera l'occasion pour mener des recommandations afin de commencer à travailler sur des études pareilles. Il y a aussi en Europe des données donc les plus récentes. Ils montrent qu'il y a un écart entre les hommes et les femmes dans la recherche et l'innovation, et surtout donc les femmes dans les postes universitaires, surtout dans les sciences et l'ingénierie. Il y a que 20% des femmes qui occupent ces postes au niveau mondial. Quant à la discrimination dans le marché d'emploi, donc, en raison de leur fonctionnement, les IA, ou bien les systèmes d'intelligence artificielle, donc SIA, peuvent non seulement reproduire, mais aussi accentuer des fois les inégalités entre les hommes et les femmes. Comment? Alors, ce phénomène, il est appelé la boucle de rétroaction, donc les résultats d'un système ou d'un processus. Il influence ses futures décisions ou actions, ce qui a des fois pour effet de renforcer les mêmes tendances. Autrement dit, si l'algorithme intègre dès le départ des biais sexistes, il risque de les produire et de les amplifier au fil des temps. Donc, il rend des fois la discrimination de plus en plus ancrée dans des décisions automatisées. Je vais citer un exemple. Donc, il y a un logiciel très connu aux États-Unis, Compass, donc Correctional Offender Management Profiler for Alternative Sanction. C'est un outil d'intelligence artificielle qui a été utilisé par certains tribunaux américains pour évaluer si un accusé risque de commettre un autre crime ou non, donc risque de récidiver. Alors le juge, il s'appuie parfois sur cette évaluation pour décider d'accorder ou non une libération des fois conditionnelle ou pour des fois fixer la peine. Donc il y a des analyses qui ont montré que Compass avait des biais raciaux et genrés. Donc par exemple, il a attribué un risque plus élevé de récidive aux personnes noires. Même s'il n'avait pas de récidive, même si cette personne noire n'avait pas récidivé par le passé. Donc, la boucle de rétroaction, c'est quoi? Donc, par exemple, si l'outil, il prédit qu'une femme a un haut risque de récidive à cause des données biaisées, et on voit souvent des données biaisées dans des applications d'IA, elle peut être condamnée plus sévèrement. Selon aussi l'algorithme Watch en 2020, donc il y avait plusieurs données qui ont reflété les inégalités entre les hommes et les femmes sur le marché d'emploi. Donc plusieurs études ont démontré que les systèmes de l'IA peuvent des fois reproduire des inégalités de genre. Je vais citer un exemple. Donc en 2020, il y avait une étude de Algorithm Watch qui a révélé que l'algorithme de diffusion d'offres d'emploi sur Facebook, elle présentait des biais significatifs. Donc, lors de cette étude, une annonce pour un poste de chauffeur de camion a été affichée à 4864 hommes contre seulement 386 femmes. Tandis qu'une offre pour un poste dans une crèche a été montrée à 6456 femmes contre 258 hommes. Donc ces résultats, ils indiquent quoi? Ils indiquent que même sans ciblage, donc même sans cibler sur ces réseaux, que l'affiche, on voulait qu'elle soit visible pour les femmes ou les hommes, les algorithmes peuvent perpétuer des stéréotypes de genre. Donc, il contribue ainsi à la reproduction des fois des inégalités sur le marché de travail. Tout de même, si un algorithme de recrutement est formé sur des données d'entreprises qui ont historiquement, donc des entreprises qui ont historiquement privilégié les hommes,
automatiquement il apprendra l'algorithme. Donc parce qu'il y a dans le marché d'emploi actuel, et moi je citais des exemples, donc surtout en Europe, aux États-Unis, qu'ils ont commencé depuis des années à remplacer l'IA par l'humain. Donc des fois, donc il apprendra directement à de l'application à discriminer les femmes. Donc il y a aussi un rapport de l'Institut McKinsey, donc il a été publié en 2023, qui met en évidence que 8,6 millions des transitions professionnelles ont eu lieu aux États-Unis entre 2019 et 2022, et que 12 millions de transitions supplémentaires sont attendues d'ici 2030. Donc il y a l'IA qui va remplacer l'humain prochainement. Alors malheureusement, ce phénomène, il touche particulièrement les femmes, qui sont 1,5 fois plus susceptibles que les hommes de devoir changer de profession en raison d'autonomisation, malheureusement, de l'intelligence artificielle. Et surtout qu'il y a les secteurs les plus affectés par ces transitions. Donc il y a l'assistante administrative, il y a service de clientèle, restauration, etc. Donc des domaines où les femmes sont souvent surreprésentées. Quant à la cyberviolence, donc et l'IA, l'essor de l'IA a transformé les formes, malheureusement, de violences faites aux femmes dans l'espace numérique. Les outils technologiques tels que les chatbots et les deepfakes, par exemple, surtout aux États-Unis, donc il y a vraiment beaucoup d'études qui ont été faites à ce niveau. Il y avait un groupe de chercheurs sur la désinformation, et ils ont identifié plus de 35 000 occurrences de deepfakes, représentant 26 membres. Donc ils ont fait un échantillonnage de 26 membres du Congrès américain, dont 25 sont des femmes, sur des plateformes de diffusion de contenu pour adultes. Ou encore, les systèmes de surveillance automatisés sont désormais utilisés dans des campagnes de cyberharcèlement des fois, donc visant particulièrement les femmes militantes, des figures publiques. Alors ces violences numériques amplifiées des fois par des algorithmes de diffusion et constituant une atteinte grave aux droits des femmes, à leur dignité, à leur sécurité et à leur liberté. Et je citerai l'exemple de la militante Sophie Ben Youssef, une grande militante française. Donc, elle a été ciblée par une campagne de cyberharcèlement par des groupes de l'extrême droite et des individus anonymes. Il me reste pas beaucoup de temps. Donc, on utilisait des outils comme des deepfakes où des vidéos ont été modifiées, son visage, ont créé pour l'incarner dans des contextes humiliants, dans des sites aussi pour adultes. Et malheureusement, ces vidéos ont été diffusées par des algorithmes sur des plateformes très vues, notamment X, Telegram, etc. Donc, en somme, l'intelligence artificielle, elle possède un potentiel considérable, à la fois pour promouvoir l'égalité de genre, en identifiant et en corrigeant les disparités de traitement, tout en amplifiant les droits des femmes, surtout dans le processus décisionnel donc de l'IA. Et lorsqu'elle est développée et déployée de manière responsable, l'IA peut jouer un rôle majeur, surtout dans la lutte contre les violences fondées sur le genre. Cependant, en l'absence de régulation appropriée, l'IA risque malheureusement de renforcer les stéréotypes de genre et de perpétuer les préjugés profondément ancrés malheureusement dans la société. Merci. شكرا للدكتورة للحسين الحديث المساحة الحضارة كذلك حقوق الإنسان في ظل تطور الذكاء الاصطناعي وحاجة بعد ذلك أن قضية الحقوق
الإنساني للنساء واعتبار الذكاء الاصطناعي قضية حاسمة في العصر الحالي، حيث تعتمد أن التكنولوجيا لها دور في تعزيز المساواة بين الجنسين، لكن في نفس الوقت تعيد تحيزات إذا لم يتم تطبيقها بشكل مسؤول. وبالتالي لحماية حقوق النساء يجب أن تكون قاعدة شاملة تجمع بين التقنين والتصميم العادل وأيضا بين التمكين الرقمي. شكرا جزيلا للدكتور على هذه الخيار، وسوف يكون هناك نقاش مستفيض حول هذه المسألة يعني بعد. أنتقل مباشرة إلى الدكتور سعيد تمام، وهو دكتور يكمل على الأستاذ أيضا زاد المعهد العالي للإعلام والاتصال، ليتقدم من مداخلة تتمحور حول موضوع حرية الصحافة وأخلاقياتها في زمن التحول الرقمي. فليتفضل مشكورا. شكرا سيد الرئيس. اسمح لي في البداية أن أعلن عن سعادتي في تواجد المعهد. أعتذر، أرحب بزميلي وصديقي